Alors, puisqu'il existe des formes multiples d'artivisme, je m'intéresse dans cette conférence à des formes de pratiques artistiques et culturelles, puisque l'artivisme ne se décline pas que dans le champ professionnel de l'art, qui produisent de nouvelles pratiques de l'art et de la contestation, et qui expérimentent des formes originales d'appropriation de et par la représentation, débouchant sur des espaces ou dans l'espace public. Moi, j'ai été bonne élève, je vais répondre aux questions qui ont été posées. La prof s'avère une bonne élève. Est-ce que les formes d'artivisme se développant dans l'espace public réinventent les formes de la protestation? Certaines, assurément, à condition de préciser que la dimension de réinvention, elle est toujours partielle, avec des éléments de continuité issus de pratiques artistiques et militantes antérieures, de même que la temporalité de la nouveauté se développe généralement sur un temps beaucoup plus long que ce que l'on retient. Alors, je pense que l'artivisme actuel emprunte des éléments qu'on peut, d'un point de vue artistique, faire remonter jusqu'aux premières avant-gardes du 20e siècle. Et la vision de la contestation actuelle se développe aussi avec des mutations, bien sûr, mais depuis les années 60 et 70, avec ce que Touraine a appelé les nouveaux mouvements sociaux. Reconnaître cela ne minimise en rien le fait que l'action artistico-politique se réinvente quotidiennement en fonction des conceptions esthétiques, des thèmes, des causes de la contestation, du contenu, de l'espace physique, etc., etc. Quels éléments mis en œuvre par certaines formes de pratiques artistiques me semblent plus singuliers, plus porteurs aussi de stratégies déployées pour réinvestir le quotidien et renouveler les formes de la contestation? Mes recherches des dernières années se sont concentrées sur des formes de militance artistique issues très majoritairement de personnes et de communautés vivant des formes importantes de marginalisation culturelle, sociale, politique, économique. Évidemment, ça influe sur ce que je vais vous dire dans le reste de ma conférence. Et s'il est vrai que l'art peut donner une voix aux groupes minorisés ou racisés, c'est bien parce que des personnes et des communautés mènent des combats. On ne leur donne pas une voix, on excelle même à ne pas les entendre. En ce sens, la voix ou les signes des groupes minorisés ou racisés, elle est prise et non donnée. Elle exige une lutte de longue haleine, souvent extrêmement difficile à mener puisqu'elle demande une désaliénation concrète, mais aussi subjective, eu égard à la domination et aux effets des rapports de pouvoir, une réappropriation notamment culturelle et artistique, une certaine forme de guérison ou de cicatrisation individuelle et collective visant à amoindrir la souffrance sociale, à ce que Renaud appelle l'expérience de l'injustice, soit une souffrance d'origine sociale qui est liée aux inégalités, à la domination, à la discrimination, à la violence, subjectivement ressentie par les personnes, qui marque profondément les cœurs, laisse des traces dans les mémoires. Enfin, une lutte sociopolitique concrète visant la transformation des conditions sociales productrices de cette souffrance. Pour reprendre une idée qui était déjà présente dès les surréalistes et qui a beaucoup été développée notamment par le théâtre de l'opprimé ou par la pédagogie de la libération, le transformer le monde de Marx doit s'accompagner du changer la vie de Rimbaud. Pour changer les choses, il faut s'attaquer non seulement aux structures sociales, mais à l'esprit, au corps, aux affects, aux sensibilités des gens. Et j'arrive ici sur le premier élément qui me semble avoir contribué de façon significative à renouveler certaines formes de contestation, l'importance de pratiques qui travaillent artistiquement la question du récit personnel ou collectif comme moteur de lutte sociopolitique. Qu'on parle de storytelling, d'art communautaire, de pratiques dialogiques, voire même de certaines formes d'art relationnel ou de projets de médiation culturelle, le récit artistique politique s'ancre souvent dans des projets qui exigent une mise en récit, peu importe le médium, d'expérience de l'injustice sociale, de ses effets et des transformations jugées nécessaires. Celui-ci favorise l'expression première de personnes marquées par la souffrance sociale, mais aussi la mise à distance de leur expérience et le cheminement pour en faire sens et s'en dégager. Certains projets ne visent pas une divulgation hors de la communauté. Le Salon des Tribades, co-créé par Suzanne Boisvert, Martine Chagnon et Myriam Saad, en est un exemple. Pendant 5 ans, entre 1984 et 1989,
cette collective située dans le sous-sol de l'école Guilford partage avec d'autres un espace, et là je cite, qui deviendra rapidement un lieu marquant de la culture lesbienne montréalaise, un laboratoire inventif où les idées politiques et les aspirations de la communauté étaient mises en pratique. Prenant la forme d'un espace d'exploration artistique multidisciplinaire, ce lieu non mixte s'adressait aux lesbiennes et aux femmes alliées, a notamment organisé une nuit des tribades où artistes et non-artistes performaient des créations vouées, et je recite, à l'exploration de l'identité lesbienne, l'excavation de la présence lesbienne dans les oubliettes de l'histoire officielle et à l'élaboration d'une culture communautaire vivante. Les deux citations étaient de Suzanne Boisvert. Se voir, se reconnaître, se désaliéner est déjà pour beaucoup d'artivistes un acte politique en soi, d'autant qu'il met en œuvre des valeurs assez importantes pour plusieurs militants et militantes actuels. La cohérence profonde entre l'expérience vécue, la vie quotidienne menée et l'action politique, le refus de la représentation et de la délégation de la parole, une action artistico-politique menée par et pour les membres d'une communauté, une action communautaire ou collective qui ne présuppose pas un gommage de la singularité de chacune des personnes participantes, voire même qui accueille en son sein des conflits et des débats sur les perspectives et les visions. Dans d'autres cas, les narrations individuelles et collectives sont mises en scène dans l'espace public. Grâce à cela, elles quittent le personnel et le communautaire, elles ouvrent un espace de débat, elles gagnent un pouvoir d'influer sur la collectivité. La pratique artistique de Devorah Neumark est ici assez exemplaire. Son travail, enraciné dans sa propre expérience, notamment en tant que femme juive dont la famille a vécu la Shoah, prend d'abord la forme d'œuvres intimistes, parfois en dialogue avec son père. Puis s'accompagne d'un travail très engagé auprès et avec différentes communautés sur la question de la maison, de l'appartenance. Donc, sur la question de la maison, de l'appartenance, particulièrement lorsque des génocides, le colonialisme et des oppressions systémiques ont dévasté des vies sur plusieurs générations, des communautés, des environnements. S'ouvre alors une conversation dans laquelle le dialogue établi opère entre des trames narratives diversifiées, voire parfois antagonistes. L'énonciation du conflit, la création d'espaces de délibération sont centrales. Enfin, ces récits doivent émerger publiquement puisque l'histoire se forge à partir des récits des dominants et oblitère quantité d'autres récits, notamment ceux des personnes déportées, réfugiées, vivant des rapports coloniaux ou de domination. On passe alors à une lutte plus directement politique, contester l'histoire officielle, exiger une reconnaissance, l'égalité pensée comme le droit à la différence, s'attaquer aux rapports de domination et de pouvoir. Le récit personnel ou communautaire se confronte alors à d'autres. Il devient ici, potentiellement du moins, un récit collectif qui ne nie ni les singularités, ni les perspectives différentes, voire les conflits interprétatifs. Je vais passer beaucoup plus rapidement sur d'autres éléments qui me semblent importants et qui renouvellent les stratégies de contestation, cette fois-ci en allant du côté des pratiques artistiques et culturelles dans les manifestations de rue, mes exemples émanant de la grève étudiante de 2012. Elles sont omniprésentes, beaucoup plus qu'à d'autres périodes. Elles sont libérées des conceptions rigides de ce que devrait être un art militant. Ce qui frappe, c'est la diversité irréductible des médiums et des formes convoquées. La singularité et l'originalité prédominent. Il y a également un effort de déconstruire la posture avant-gardiste, la figure du chef autoritaire qui guide les gens. Ce qui est mis de l'avant est l'importance de la participation, le désir de travailler avec les gens et non pour eux ou au nom d'eux. Leur fonction est diverse. On retrouve encore l'idée de transmettre un contenu, un message, l'art comme moyen de communication politique, mais ce discours est souvent volontairement ambigu, ouvert à l'expérimentation artistique et à la polyphonie des interprétations. Plusieurs tentent surtout à favoriser une désaliénation dans l'expérience elle-même. Et je cite ici Boris Gobey à propos de mai 68, mais ces propos me semblent encore bien à propos. C'est un peu mal formulé, je m'excuse. La libération de la créativité de tous comme but et moyen de la révolution a été interprétée par la mémoire dominante de mai 68
comme une aspiration hédoniste et une sorte de grand carnaval des affects. Or, c'est autre chose qui se joue. Elle est pensée comme l'instrument le plus révolutionnaire contre l'aliénation et la division du travail qui enferme les individus dans des identités, des pensées, des places et des rôles prédéterminés. Elle apparaît comme un véritable levier pour rompre la séparation des individus et des mondes sociaux et pour questionner radicalement l'arbitraire symbolique avec lequel l'ordre social, économique et politique établi s'impose comme naturel et fatal. En les passant à son crible, elle politise bien des questions auparavant soustraites à la délibération politique. L'art où les pratiques créatives sont aussi tactiques. Certaines manifestations sont pensées ou peuvent être lues comme des performances collectives. Pensons à la manifestation ou à la manif de droite pour la hausse, organisée par le mouvement des étudiants super riches du Québec. Certaines œuvres ou performances sont des tactiques aussi, notamment à l'encontre des forces policières. Je vais juste arriver au bon moment. Donc, les clowns, les fanfares, le Pink Bloc Montréal, qui, armé de capes roses flamboyants et de pompons, aimaient danser et fouetter symboliquement l'anti-émeute de leurs pompons en leur criant « T'es beau, t'es chaud, me semble que le casse est trop ». Enfin, le plaisir et le festif prennent une place inégalée, et ce à plusieurs niveaux. C'est une façon d'attirer de nouvelles militants, militantes par le biais de l'humour, de la convivialité et l'utilisation des formes et des stratégies inventives qui sont intégrées dans les manifestations. Ça peut permettre une meilleure visibilité, notamment médiatique, qui suscite souvent la sympathie du public. Le plaisir, et plus particulièrement le jeu, est également lié au désir, à la puissance d'agir et à la volonté d'émancipation. On est ici dans une autre conception du pouvoir qui témoigne d'un scepticisme envers la politique experte et institutionnelle, d'une mise de l'avant d'un pouvoir qui circule entre les actrices et les acteurs sociaux et qui s'oppose à tout pouvoir sûr. L'idée ici n'est pas nier de façon naïve ou naïve le pouvoir institutionnel, mais de refuser que celui-ci ne capte l'entièreté du pouvoir d'agir des citoyens et des citoyennes. Cette vision de la contestation propose d'autres manières de faire que ceux déjà institués. Par leur simple existence, les pratiques culturelles et artistiques critiquent le jeu politique, ses règles, son langage, ses codes. Elles opèrent sciemment un mélange entre le privé et le public, jouent avec leurs frontières et se tant dans l'espace physique que dans les normes et les principes les définissant. Elles mettent en cause la seule présence légitimée dans l'espace public des arguments rationnels, soi-disant d'intérêt public ou en faveur d'un bien commun. Elle propose une communication plus inclusive et plurielle avec d'autres outils de discussion. Elle témoigne donc d'un désir des actrices et des acteurs sociaux de redéfinir les contours et les contenus du politique. On passe ainsi peut-être d'un vivre-ensemble prescriptif à des luttes pour un vivre-ensemble pluraliste. Certaines pratiques artistiques s'attaquent au réel de la représentation, vivre à travers son corps et le corps des autres les conditions de l'existence, explorer ce qui lie un être à un autre, tenir compte des identités multiples, des expériences variées et des rapports structurants de domination, mettre en scène une communauté non idéale, un monde polyphonique et non nécessairement harmonieux. Ici, la différence n'est pas que le locus d'éternels problèmes à résoudre, mais elle est un lieu de pratique, d'interprétation, de négociation, de friction, d'enrichissement et aussi de partage créatif. Il me semble qu'on est moins dans une vision tournée vers le bien commun, qui me semble un peu trop punitaire et l'apanage d'une majorité, mais dans des tentatives d'inter-reconnaissance et d'ouverture des possibles. La diversité et le pluralisme ouvrent un espace du dissensus. Je cite la politologue Diane Lamoureux, « Le vivre ensemble n'implique pas un processus d'homogénéisation, mais plutôt la capacité de maintenir les différends dans les limites qui permettent d'en parler et donc de les travailler politiquement, en tenant compte du caractère nécessairement provisoire et limité des solutions envisagées. Le commun ici est moins envisagé comme horizon normatif, stable, défini, que comme un objet de débat et de contestation dans un contexte où l'inclusion des personnes marginalisées exige de pouvoir influer sur les règles du jeu, sur les enjeux
et sur les résultats de la délibération politique.